Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui sur la chaîne for multimédia Actualia Tech, on se pose une question. On s'est posé une question, on va vous parler de Linux et on se pose une question, mais qu'est-ce qui manque à Linux pour qu'il enfin explose en part de marché et arrive à conquérir le grand public et voire même un peu plus donc dans le domaine professionnel. Même si dans le domaine professionnel, faut dire ce qui est, c'est un peu son lieu de prédilection par rapport au grand public où c'est pas encore ça. Et donc, ça m'a donné envie de faire cette vidéo quand j'ai fait la vidéo sur c'était la fin du support de Windows 10. Et donc, en fait, il y en a certains qui m'ont dit « Ouais, mais de toute façon, tu verras, les gens, ils passeront sur Windows 11, ils rachèteront un PC pour passer sur Windows 11, malgré qu'ils pourraient donc donner un peu plus de longueur de vie à leur PC en passant sur Linux, mais les gens, c'est comme ça et tout, etc. » Et en fait, je me suis posé la question « Mais qu'est-ce qui manquerait à Linux ?» Eh bien, en fait, c'est du marketing et de l'organisation. Je vais vous expliquer ça. Regardez notre ami Chrome OS, basé malgré tout sur Linux, puisque si mes souvenirs sont bons, il est sur Gentoo, il est basé sur Gentoo, mais bien sûr, avec son organisation lui, son bureau DE entre guillemets à lui, avec ses fonctions à lui, avec la compatibilité Android, avec le Play Store, avec mais tout un tas de fonctions propres à Monsieur Google, etc., etc. Mais pour arriver déjà à une belle part de marché, sachant que ça fait très peu de temps par rapport à Linux, donc en fait qu'il est présent, eh bien qu'est-ce qu'il a fait? Tout simplement, il a fait du marketing et il s'est organisé. Alors, l'organisation, eh bien c'est simple, il a dit voilà, je veux pas que tout le monde fasse n'importe quoi, donc il y a un cahier des charges à respecter, faut que les PC de divers et variés, donc en fait constructeurs, il s'en fout. Tout le monde pouvait faire et peut toujours faire des Chromebooks, que ce soit Monsieur Acer, Monsieur HP, Monsieur Lenovo, etc., etc. Mais voilà, il faut respecter un cahier des charges et pas faire n'importe quoi. Pourquoi respecter un cahier des charges? Bien tout simplement, ça permet à Monsieur Google d'optimiser donc sur tous les Chromebooks son système, parce que tous les Chromebooks respectent un cahier des charges avec des spécifications spécifiques. Alors, c'est un peu comme Monsieur Apple. Monsieur Apple, pourquoi il ne veut pas étendre à l'extérieur son OS, macOS? C'est parce qu'il veut contrôler la partie matérielle et la partie software. Et pas que la partie software, comme le fait Monsieur Microsoft avec Windows. Ce qui fait que Windows, moi je le vois souvent, oui, la mise à jour a planté ci, oui, Windows, moi chez moi ça plante, et tout. Moi, chez moi, sur mon PC, Windows fonctionne très bien. Je fais les mises à jour régulièrement, eh bien, j'ai pas de soucis particuliers avec donc Microsoft Windows. Pourquoi? Parce que j'ai peut-être choisi mes composants, j'ai pas des composants un peu exotiques, voilà, même beaucoup exotiques. J'essaie de rester toujours dans le composant traditionnel. Et ça y fait beaucoup. Et donc, ce que M. Apple a compris, c'est qu'il s'est dit, je vais contrôler le matériel, donc matériel contrôlé, donc impeccable, je suis sûr que mon OS va bien fonctionner, puisque je l'optimise que pour mes modèles à moi. Donc vous voyez, donc là, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Ça lui permet aussi, eh bien, vu que c'est lui qui vend le matériel et le logiciel, donc le logiciel de presque le brader, je parle de l'OS, bien entendu, puis bon, il y a quand même une suite bureautique gratuite, il y a un logiciel de montage vidéo gratuit aussi libre avec, et par contre, je vends un prix d'or mon matériel. Voilà, tout simplement. Monsieur Google, lui, avec Chrome OS, il a enclenché un cahier des charges, comme je l'ai dit tout à l'heure, et il a dit, vous respectez tout ça, comme ça me permettra, moi, d'optimiser donc sur tous les Chromebooks mon donc Chrome OS. Et donc en fait c'est nickel et ça fonctionne bien. Revenons maintenant à notre ami Linux. Le problème de chez Monsieur Linux, c'est que l'organisation n'y est pas. Tout le monde peut faire sa distribution,
quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Vous, il suffit que vous ayez un petit peu de connaissances donc en fait dans le domaine, vous pouvez demain créer votre distribution et dire je vais faire une énième version de Linux. Alors vous avez le choix, soit vous la basez sur une base actuelle, soit Debian, Ubuntu, Fedora, Manjaro ou Arch, enfin Arch plutôt, parce que Manjaro est une dérivée de Arch, et tout, etc. Ou soit, eh ben, vous dites que vous faites du from scratch, c'est-à-dire que from scratch, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, vous la faites de zéro, avec un paquet, un truc spécifique à vous et tout. Ce que veut faire maintenant un petit peu notre ami Deepin. Deepin, qui est donc une organisation chinoise qui fait cette distribution. Au début, ils étaient basés sur Ubuntu. Ils ont dit, bon, allez, on va revenir donc eh bien, à la base, c'est-à-dire Debian. Ils sont basés sur Debian et petit à petit, ils voudraient leur indépendance et créer carrément leur distribution de A à Z avec leur propre paquet et donc format. C'est un peu ce que Huawei fait avec HarmonyOS. Il veut complètement s'élaguer, sortir donc en fait d'Android pour tout simplement eh bien, créer son propre OS, un troisième OS sur le marché, une troisième alternative, enfin une alternative à iOS et Android. Je dirais, ça fait pas de mal. À l'époque, donc Microsoft avec Windows Phone voulait le faire. Il a eu des bâtons dans les roues, il a abandonné parce que soi-disant que ça faisait trop monopole. Mais franchement, c'était pas mal. Voilà. Alors, revenons encore à nos moutons. Ce qui manque à Linux, c'est donc de l'organisation et du marketing. Alors l'organisation, je sais, il y a beaucoup de Linuxiens qui pestent à chaque fois que je dis ça, mais il faudrait beaucoup moins de distribution. Comme ça ferait un petit peu un standard chez Monsieur Linux. Alors, malgré tout, là où j'admire donc en fait ce qui a été fait, c'est les Flatpak. Les Flatpak sont un petit peu le standard, même si Monsieur Canonical a voulu faire ses snaps, son standard à lui. Mais les Flatpak sont devenus plus ou moins universels, c'est-à-dire c'est quelque chose que vous pouvez installer sur n'importe quelle distribution digne de ce nom, qui vous permet d'avoir n'importe quel logiciel sans vous soucier de la distribution sur laquelle vous êtes. À partir du moment où votre distribution est compatible avec les Flatpak, eh bien automatiquement, il n'y aura pas de souci, et donc elle ne peut qu'être compatible avec les Flatpak. C'est-à-dire vous pouvez donc configurer les Flatpak, et bien à partir de ce moment-là, vous pourrez installer donc ces fameux paquets universels. Alors je sais, certains vont pester parce que ça prend un petit peu plus donc en fait sur le stockage qu'un paquet natif, mais ça rend donc je dirais plus accessible Linux aux éditeurs de logiciels. Je m'explique. À l'époque, quand le temps des Flatpak n'existait pas, et j'ai connu ce temps-là, c'est pas si vieux que ça, eh bien, donc, qu'est-ce qui se passait? Si un éditeur voulait sortir un logiciel sur Linux, il fallait qu'il le sorte en Deb, tout ce qui est Debian, Ubuntu, Linux Mint et dérivés. Il fallait qu'il le sorte en RPM, pour tout ce qui est Fedora, OpenSUSE, Mageia, etc. Et encore, donc l'architecture n'étant pas la même, si vous prenez une OpenSUSE, une Fedora, une Mageia, il fallait qu'il adapte donc en fonction des distributions. S'il fallait qu'il sorte une version Arch Linux, qui est valable aussi pour Manjaro, il fallait qu'il sorte... Voilà, donc c'est un petit peu chaotique. Là, maintenant, grâce au Flatpak, je dirais que presque un éditeur de logiciel qui a envie de s'adonner, de rentrer dans le monde Linux pour, pourquoi pas, aller récupérer quelques points, quelques clients, quelques parts de marché supplémentaires pour proposer son logiciel chez Monsieur Linux, maintenant, il a plus d'excuses. Il le fait en Flatpak, il le met sur le FlatHub, qu'il soit gratuit ou payant, on s'en fout. Donc, et comme ça, eh bien, Linux les utilisateurs de Linux pourront y accéder sans aucun problème.
Le marketing. Alors, le marketing, ça aussi, c'est un petit peu important. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, pourquoi Google a eu, avec Chrome OS, a tout pété? Déjà parce qu'il y avait du marketing derrière. Monsieur Google sait faire du marketing. C'est un petit peu son domaine, pub, marketing et tout, etc. Et ce gars a dit, ce monsieur a dit, voilà, si je veux lancer des Chromebooks, si je veux lancer Chrome OS déjà, il faut que je fasse connaître Chrome OS au grand public. Donc, je vais faire de la pub. Je vais à la télé, à la radio. Je vais montrer, dire les avantages d'utiliser Chrome OS. Et ben, je ne sais pas si vous avez eu les pubs à la télé, où, par exemple, un étudiant, il est là en train de galérer avec son PC, qui démarre pas, ou qui la batterie, au bout d'un petit moment, boum, elle plante, et tout ça, etc. Je vous laisse imaginer sous quel OS il était. Ça se commence par un W. Windows. Et donc, d'un coup, on lui dit, regarde ta Chrome. C'est ultra rapide à lancer, c'est ultra rapide quand tu passes d'un truc à l'autre, t'as une super autonomie, c'est stable, toutes les mises à jour passent super bien et sont très rapides à installer. C'est vrai de ce côté-là. J'ai personnellement, donc c'est pour ça que je peux vous en parler, un Chrome OS, un Chromebook, c'est un Lenovo avec Chrome OS dessus. Déjà, c'est 10 ans de mise à jour, voilà. Donc j'ai eu l'avantage d'avoir acheté un Chrome OS où j'avais l'option 10 ans de mise à jour. Donc 10 ans de mise à jour, les amis. C'est quand même, c'est phénoménal. J'ai tous les services Google. J'ai même le Google Home, donc directement dessus accessible. Je peux gérer directement mon téléphone, même récupérer les photos et tout ça, les dernières photos et tout. Il n'y a qu'une fonction que Windows peut faire avec mon téléphone, qui est un Google Pixel A, 6A. C'est que, avec Microsoft Windows, je peux, et l'application My Telephone ou Téléphone, eh bien, je peux répondre aux appels directement sur... Je suis par exemple en train de surfer sur le net, il y a quelqu'un qui m'appelle sur mon téléphone, je peux directement répondre sur Windows et avec le micro de mon ordinateur, j'entends le correspondant sur le haut-parleur de mon ordinateur et je parle comme ça en main libre et je peux continuer à faire ce que je fais. Voilà. Mais malgré tout, donc Chrome ne le fait pas encore, mais Chrome gère les SMS, MMS, gère les dernières photos, gère le partage de connexion, gère... je sais plus quoi. Enfin, c'est quand même pas mal. Il gère tout un tas de choses et il gère très bien un téléphone Android. Alors, c'est pas spécifiquement un Pixel. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un Pixel. Vous pouvez directement prendre un téléphone Android. Alors, du côté de Linux, moi, je gère mon téléphone avec deux choses. Avec d'un côté JS Connect, si vous êtes sur GNOME comme moi, ou alors KDE Connect si vous êtes sur KDE. Et en plus, un autre truc qui est une web application, donc en fait de la messagerie de chez Monsieur Google, qui donc me permet de gérer mes SMS beaucoup mieux que JS Connect, et où j'ai carrément en web application toute ma messagerie, SMS, MMS et tout, je peux envoyer, recevoir des messages et tout ça, etc. Voilà, tout ça sur Linux. C'est quand même beau, la vie. Alors, le problème, revenons encore à nos moutons, excusez-moi, mais je parle et tout, cette vidéo risque d'être longue. Alors, si vous voulez, le truc du marketing de Monsieur Google s'est dit, il faut que je fasse connaître Monsieur Chrome OS. Donc, il a fait des publicités. Il a montré les avantages. Puis après, il a fait des démarches avec des grands magasins, comme par exemple Boulanger, comme Monsieur Darty, et tout, etc. Et il a dit, voilà, je vais mettre des Chrome OS chez vous, mais par contre, je vais des Chrome OS donc en rayon, mais pas dans un coin à côté des Windows. Non, à part. Dans un stand à part. Où il y a plein... Je suis allé la dernière fois chez Monsieur Boulanger. Je suis arrivé, vous avez toutes les Chrome OS et tout, avec plein d'explications, ce que c'est, ce que ça fait, pourquoi c'est bien, et tout ça. Ça, c'est du marketing. Vous voyez? Et imaginez-vous un gars qui, en fait, va sur Linux. Déjà, faut qu'il se renseigne sur le net. Faut qu'il télécharge une distribution.
Mais quelle distribution il va recharger? Il va télécharger. Quelle distribution? Voilà, c'est ça le gros problème. Après, faut qu'il grave, entre guillemets graver, sa distribution sur une clé USB. Donc il faut un outil pour monsieur, madame, tout le monde. C'est pas porter, c'est pas voilà, porter la main de tout le monde de dire je vais télécharger Rufus par exemple pour donc graver une ISO que j'aurais téléchargée. Mais quelle distribution Linux? Mais allez, à un moment donné, je trouve, on va dire. Je prends la première ISO, je la grave, entre guillemets, sur une clé USB. Mince. Et après, qu'est-ce que j'en fais de cette clé USB? Comment booter après sur la clé USB? Alors, pour le commun des mortels, vous et moi, eh bien, donc, vous allez dire, ben, c'est tout simple. Vous appuyez sur la touche F8, F12, F11, ça dépend, donc F10, ça dépend, F2, ça dépend de votre PC. Et là, voilà, ça dépend de votre PC. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, ça dépend de la distribution que vous avez téléchargée. Eh bien, donc, automatiquement, il va gérer le security boot, ou il va pas le gérer, et tout, etc. Mais vous, le security boot, vous savez pas ce que c'est. Enfin, vous, entre guillemets, monsieur, madame, tout le monde, il sait pas ce que c'est. Elle sait pas ce que c'est le security boot. Elle sait pas comment éventuellement le désactiver dans son BIOS. Malheureux. Quoi? Il y a un BIOS sur un PC? Mais on peut y accéder? Mais je savais pas. Et voilà, toutes ces choses-là font que, malheureusement, Linux est incapable, entre guillemets incapable, de faire du marketing digne de ce nom et d'aller faire des propositions dans un supermarché ou un magasin un peu plus spécialisé, style boulanger Darty, pour leur dire, ben voilà, j'aimerais que vous fassiez un stand Linux et que vous présentez des PC sur Linux. Le problème est là, c'est que déjà, il faudrait qu'ils sélectionnent des PC certifiés 100% Linux. Alors, vous avez des marques comme Monsieur Dell, comme Monsieur Lenovo, par exemple, qui, on peut dire, sont quand même très compatibles avec Monsieur Linux. Voilà. Et après, quelle distribution ils mettent dessus? Ubuntu, Linux Mint, Fedora, Arch Linux. Voilà. Vous voyez, c'est là où c'est quand même assez problématique. Donc, on est submergé de distribution, de DE, vous voyez par là, environnement de bureau, même il y en a qui font des variantes. Moi, je suis anti-Wayland, donc je veux que du X11. Moi, je suis pro-Wayland, je veux pas de X11. Bon, sachant qu'entre vous et moi, mieux vaut maintenant Wayland, parce que X11 est vieillissant et est appelé à disparaître. C'est comme dans les systèmes mini, ah non, moi je veux pas le nouveau. C'est comme entre l'ancien gestionnaire audio et le nouveau. Je crois que c'est Pulse Audio et pas Prior. Enfin, c'est le bordel. C'est vraiment le bordel. C'est comme même à un moment donné, il y a comment on appelle ça, les packs universels. Parce que vous avez Flatpak qui sort du lot, mais vous avez Monsieur Canonical, vous voyez par là l'éditeur d'Ubuntu, qui lui dit non, c'est mieux les snaps. Moi, je suis partisan du snap et je veux pas de Flatpak sur ma distribution. Vous avez Fedora, qui est plutôt Flatpak, et plein d'autres qui sont plutôt Flatpak. Vous avez Arch Linux, Manjaro, qui disent les Flatpak, ça sert trop à rien, parce que nous, on a tout entre les dépôts AUR et les dépôts officiels, ben, on a tout, entre guillemets des fois. Et vous avez les AppImage. Les AppImage, c'est aussi des packs universels. Avec l'avantage, c'est qu'on n'a rien à installer avec les AppImage. C'est des fichiers auto-exécutables, un peu comme les exe de chez Monsieur Windows. Donc vous voyez, ça reste encore un gros bordel, mais je pense que le Flatpak risque de dominer dans quelques années le marché. Mais voilà, vous voyez, donc beaucoup se disent, mais pourquoi Linux, ça avance pas plus que ça, mais pourquoi les gens ne vont pas sur Linux et tout ça, etc.
Moi, le premier, si vous me suivez depuis le début, j'étais en train de m'amuser à changer de distribution tous les mois parce qu'il y en avait celle-là. Ouais, après on me dit, ouais, mais Seb, t'as testé celle-là, mais il y a celle-là qui est mieux. Alors allez, j'allais la tester. Après on me dit, ouais, mais non, Seb, celle-là c'est mieux. Alors j'allais tester l'autre et tout. Ah, mais attends, t'es sur Glom. Ah, mais il y a Caneo qui est mieux. Alors j'allais tester. Ah, mais attends, il y a Cinnamon. Ah, mais attends, il y a XFCE, c'est encore mieux. Et tout. Ah, mais attends, il y a. Bon, c'est le bordel. Faut dire ce qui est, c'est le bordel. Voilà. Et donc, ça peut dérouter monsieur et madame tout le monde. Imaginez-vous que vous cherchiez une voiture et vous partiez sur un truc bien précis. C'est-à-dire, je veux une voiture, voilà, routière, par exemple, ou alors baroudeur, style 4x4 et tout ça, etc. Et vous arrivez dans une concession et vous arrivez sur, mais alors, un nombre impressionnant de voitures dans tous les modèles, avec toutes les marques, avec tout un tas de trucs et tout ça, mais un nombre impressionnant. Ben, vous savez plus vous donner de la tête à la fin, parce que le gars il va dire, ouais, mais celle-là elle est pas mal parce qu'elle a ça. Ah oui, mais celle-là aussi elle est bien parce qu'elle a ça. Ah mais celle-là aussi elle est super parce qu'elle a ça. Ah mais celle-là aussi elle est dotée de ça. À la fin vous en pouvez plus. Eh bien en fait c'est un peu pareil quand monsieur, madame, tout le monde arrive chez Linux. Voilà. Alors vous allez me dire, oui, mais faut proposer pour les débutants Linux Mint. Ouais, je suis d'accord. Mais le problème, c'est que une personne va dire, pour les débutants, c'est Linux Mint. Une autre personne va faire des install parties, comme on dit, et va dire, non, pour les débutants, c'est Mageia. Et une autre va dire, ouais, non, Manjaro, c'est sympa pour les débutants. Regardez à l'époque, la guerre qu'il y avait eu entre les partisans de Manjaro pour les débutants, avec Tuxenvap. Après, de notre côté, il y avait les partisans donc de Linux Mint, c'était un petit peu moins, et pour les débutants. Puis, il y avait des partisans de Mageia pour les débutants. À l'époque où Mageia, c'était Monsieur Mageia. Maintenant, bon, c'est Mageia. Et donc, voilà. Donc, vous voyez, Linux, c'est pour ça, par rapport au truc, que, eh bien, ça donne même pas envie à des éditeurs, des gros éditeurs, eh bien, de faire des versions Linux. Voilà. Donc, parce qu'ils voient que c'est trop le bordel, il y a trop de DE, c'est truc, et n'en parlons pas. Bon, j'irai pas plus loin de ce côté-là, je ne vais pas m'aventurer sur ce que je voulais dire, mais voilà. Donc, conclusion, vous en pensez quoi, vous? Continuons comme ça, mais ça avancera petit à petit, ou alors, il faudrait vraiment faire du marketing, de l'organisation dans Linux, et ne récupérer que quelques distributions, mais les mettre phares, les distributions phares vitrines, à la limite une dérivée de Arch, ou Arch ou dérivée, une du monde RPM, une du monde Deb, et donc je pense que ce serait le top. Voilà. Moi je pense se rapprocher un petit peu plus de ce qui marche, de ce qui fonctionne, c'est-à-dire tout simplement, eh bien, macOS avec Apple, donc qui lui, eh ben, a su gérer son matériel et logiciel, et l'avantage c'est qu'il a un truc hyper optimisé, et donc monsieur Chrome OS, qui lui aussi a un truc super optimisé, parce qu'il gère un peu le matériel et le logiciel, mais donc en fait, il a comme macOS, il n'y a qu'un DE, il n'y a qu'un système de fichiers, il y a, vous voyez, c'est ça l'avantage de la standardisation. Voilà. Regardez, monsieur Microsoft, c'est un peu le bordel. Et je vais même dire plus sur Linux aussi. Parce que moi, je ne comprends pas des fois. Alors, moi, j'ai l'avantage, mon PC 100% Linux est un mini PC Dell 3080. Après, j'ai un autre PC Windows en dual boot avec Linux. Mais donc, en fait, mon mini PC, qui est un Dell 3080, je savais, quand j'ai fait l'acquisition de ce Dell 3080, qu'il était 100% Linux. Qu'il était 100% compatible, je veux dire, avec Linux. Donc, souvent, il y a des gens qui me disent « Ouais, c'est moi, ça marche pas chez moi. Ouais, ah ouais, toi, comment tu fais pour avoir ça? Et tout, moi, ça marche pas chez moi, ça déconne, il y a ci, j'ai ça comme un problème, et tout ça, etc. » Pourquoi? Parce qu'en fait, ils essaient d'installer Linux sur du matériel un peu exotique. Je me rappelle à l'époque, j'avais un Hewlett-Packard, un HP portable Hewlett-Packard. Pas le ProBook, mais un autre, après que j'avais acheté un peu plus tard.
Et en fait, je pestais parce que, donc, quand j'allais sur le net avec, sur Linux, attention, sur Windows, ça marchait super bien, mais sur Linux, quand j'allais sur le net avec, eh bien, qu'est-ce qui se passait? Il se passait que, eh bien, ça ramait. Voilà. Et pourquoi ça ramait? Parce que, en fait, c'était une carte un petit peu exotique au point de vue carte Wi-Fi. Et donc, j'avais des connexions désastreuses, en fait des débits plutôt désastreux avec cette carte qui était mal gérée par Linux. Alors, j'avais l'avantage sur ce fameux PC portable, donc de pouvoir changer cette carte réseau qui faisait aussi le Bluetooth. Donc, un jour, eh bien, je suis allé sur Amazon, j'ai acheté une carte de marque Intel, qui faisait Wi-Fi, Bluetooth. Je l'ai mis à la place de la carte exotique de chez Monsieur HP. Et bizarrement, Linux était aussi rapide en connexion Internet que Windows, avec l'ancienne carte, ou avec la nouvelle. Avec la nouvelle, ça n'a pas amélioré la connexion de Linux, de Windows, qui était déjà pas mal avec, qui était très bien avec l'ancienne carte parce qu'elle était très bien gérée. Mais par contre, sur Linux, vu que Intel était beaucoup mieux géré par Monsieur Linux, et bien automatiquement, là, par contre, j'ai pété tous les plafonds et j'étais aussi rapide que Windows. Vous voyez, des fois, c'est un rien qui fait que Linux peut bien fonctionner ou mal fonctionner. C'est pour ça que mon PC 100% Linux, je me répète, eh bien, c'est du Dell 3080. J'avais fait aussi l'acquisition d'un petit PC portable, sans prétention, c'est juste pour m'amuser dessus. Et j'ai dit, bon, je vais le dédier à Linux, même s'il était compatible Windows 11, je vais le dédier à Linux. J'ai pris du Lenovo. Lenovo, qui, il faut dire ce qui est, et en plus, c'est une version pro de chez Lenovo, qui, il faut dire ce qui est, a la réputation d'être très compatible avec Linux. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de problème. De toute façon, dedans, c'est du full Intel, comme mon mini Dell 3080, et il n'y a aucun souci. Tout fonctionne, mais tout. Le Wi-Fi, le Bluetooth, avec les débits qu'il faut, tout. La carte graphique, le pros, tout. Voilà, tout fonctionne. La webcam, tout fonctionne. Voilà. Alors, je dirais tout simplement qu'en attendant qu'il y ait peut-être, je dis bien peut-être, une standardisation, achetez un PC en fonction de votre OS. Si vous voulez y mettre Linux, même faire du dual boot avec Linux, vérifiez que votre PC, que tout ce qu'il y a à l'intérieur, soit pas spécialement trop exotique, mais soit standard pour que Linux puisse donc le gérer au mieux. Voilà. Alors, dans cette vidéo, j'ai pas tout dit ce que je voulais dire, donc je pense que j'en referai un deuxième épisode, parce que là, commence à faire long, ça fait déjà une trentaine de minutes à peu près donc je vous parle, mais j'espère que vous l'avez apprécié, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, en tout cas. Donc, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner. Donc, tout ça pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Je vous remercie les amis. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.